Inhabituelle, étonnante, la silhouette effilée du premier silo de Saint-Ville surprend le voyageur au premier abord. Si la proximité du silo métallique construit ultérieurement ne trahissait pas la fonction réelle de ce bâtiment, un passant pourrait se demander, à juste titre, ce qu'est ce curieux édifice qui détonne dans le paysage. À quoi sert-il ? En effet, la fonction de ce bâtiment par nature utilitaire ne transparaît pas de manière évidente depuis l'extérieur. Son aspect est manifestement très différent de la représentation que nous nous faisons des silos. Le traitement stylisé de sa façade, sa toiture en tuiles avec des lucarnes, sa grande bow window de verre qui franchit tous les étages d'une seule traite, le soin apporté au dessin des élévations pourrait laisser croire qu'il s'agit d'un bâtiment de plaisance ou d'autre chose encore. En bref, il s'agit d'une architecture opaque où le caractère industriel et technique est dissimulé sous un traitement stylistique soigné, où l'apparence importe donc autant que la fonction de l'édifice. Pour quelles raisons la coopérative et les agriculteurs ont-ils accordé autant d'importance à l'esthétique du silo ? Pourquoi donc farder cet édifice industriel et agricole derrière une réelle signature architecturale ? C'est ce à quoi nous allons répondre ici. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Secrets de silo. Le silo de Saint-Ville a été édifié en 1951. Il appartient à la grande famille des silos-monuments construits entre 1929 et 1954 qui ont été réalisés avec le concours d'architectes. Sur cette période, les architectes qui sont sollicités pour travailler sur ce type de chantier de construction produisent parfois de véritables œuvres d'art et d'architecture qui peuvent figurer pleinement parmi le patrimoine monumental du XXe siècle auprès d'autres monuments. La pratique est courante, voire généralisée, sur tout le bassin parisien et à travers de nombreuses régions céréalières du pays. C'est une spécificité bien française. Les pays grands producteurs de céréales comme les USA ou le Canada ne sont pas encombrés de ces considérations esthétiques. L'architecture de leurs silos est pragmatique et purement fonctionnelle. Au contraire, en France, les architectes rivalisent d'ingéniosité pour donner aux silos une vraie identité architecturale. L'ASCAEL ne déroge pas à la pratique. Elle fait elle aussi appel à des architectes. Toutefois, au contraire de nombreux autres groupements, elle n'est pas fidèle à un seul architecte et préfère s'entourer de plusieurs talents, ce qui explique la grande variété des silos qu'elle fait construire sur ces dates, comme leur manque d'homogénéité. Pour les architectes, traiter esthétiquement un silo n'est pas une tâche simple. Ils se heurtent à une contrainte de taille avec laquelle il faut composer. Cette contrainte, c'est la cellule. Haute, sans percement ni ouverture, elle est difficile à intégrer dans la composition. Les architectes doivent donc trouver une solution pour intégrer cette grande surface murale plate, arrondie ou avec des arêtes saillantes selon que la forme de la cellule est ronde, carrée ou octogonale. Les solutions visuelles sont aussi variées que l'on compte d'architectes. Certains d'entre eux vont plaquer un langage historicisant ou néo-régionaliste sur l'édifice. D'autres inventent un ordre colossal qui met en scène des colonnes avec leur entablement. D'autres encore puisent dans le vocabulaire de l'architecture contemporaine, style international, style paquebot, style Bauhaus, etc., pour organiser les élévations. Certaines des solutions proposées par les architectes sont tout simplement surprenantes au point d'arrêter des passants qui se questionnent sur la nature exacte du bâtiment qu'ils voient. Car rien, depuis l'extérieur, hormis quelques indices bien dissimulés, ne laisse présager la fonction véritable du silo. C'est notamment le cas des silos dessinés par Gautron pour les coopératives du Loir-et-Cher. Le silo est un signal fort. Il symbolise toujours l'union coopérative, mais dans un contexte marqué par la concurrence entre les groupements, car de très nombreuses petites coopératives locales apparaissent ici et là sur tout le territoire national. Ainsi, dans les années 1950, l'Eure-et-Loir compte 36 coopératives. Le silo devient donc un signe distinctif, un objet de fierté, un signe de reconnaissance, une marque, voire une effigie. Dans ce contexte, chaque coopérative veut marquer le paysage de sa signature. Elle veut un silo qui corresponde à l'image qu'elle veut donner. Elle veut un silo unique. C'est une des grandes particularités des silos français à ces dates. En effet, le silo de Saint-Ville est unique en son genre. Il est réalisé par un architecte local, Jean Rabier. C'est lui qui d'emblée imagine cette toiture sur le silo, ce qui lui donne une allure de tour ou de clocher. À l'origine, les cellules ne devaient pas être octogonales, mais carrées. Et Jean Rabier avait placé un ordre colossal, c'est-à-dire des colonnes de part et d'autre de la composition pour mettre en valeur la façade.
Or, l'entreprise de construction spécialisée dans le béton armé qui a été retenue à l'issue du concours a modifié ce plan initial. Elle a proposé une solution technique alternative avec des cellules octogonales, plus rapides à construire, moins chères et plus résistantes. L'architecte a donc dû revoir ses plans pour prendre en considération cette nouvelle contrainte. Il nous a laissé une magnifique maquette qui est longtemps restée dans les murs du silo. Les colonnes ont disparu au profit des cellules octogonales entièrement assumées dans la composition générale. Et l'architecte a souhaité conserver une centralité dynamique dans sa composition grâce à cette grande baie octogonale qui traverse d'une traite tous les étages. Toutefois, ce n'est pas l'architecte qui a déterminé l'aspect très allongé du silo, ce sont les considérations techniques. Le silo de Saint-Ville est ce que les ingénieurs appellent un silo gravitaire ou encore un silo à gravité. Dans la tour de travail, la matière passe d'une machine à l'autre par les tuyaux, par gravité également, avant d'être reprise en bas par les élévateurs pour être distribuée dans les cellules. L'objectif est essentiellement économique, tant en investissement qu'en fonctionnement. Il dispense l'installation de transporteurs horizontaux, chers à l'achat et gourmands en électricité. C'est le même principe gravitaire qui est utilisé pour vider les cellules. Nous voici dans l'espace sous les cellules. On ouvre une trappe et le grain glisse par gravité dans une trémie ou dans une ensacheuse peseuse. Et pour vider les cellules, il suffit d'ouvrir la trappe en actionnant ces chaînes. En effet, vous n'aurez pas manqué de noter que comme à Fresnay-l'Évêque et Voves, le silo de Saint-Ville est jouxté d'un magasin à grains où les sacs étaient entassés. Nous sommes en 1954. Si les exploitations se modernisent progressivement et se dotent progressivement de moissonneuses-batteuses, le sac reste le moyen de conditionnement privilégié du grain, tant par transport routier que par transport ferroviaire. Cependant, signe des changements prochains qui secoueront la structure économique des exploitations agricoles, le silo est d'emblée conçu avec une trémie de réception extérieure afin que les agriculteurs puissent livrer le grain en vrac dans des remorques. Le silo reste un outil alors en avance sur son temps par rapport aux exploitations qui, sous l'impulsion des autorités agricoles et du gouvernement, entament alors leur modernisation, bon gré mal gré, tant pour éviter leur disparition que pour résoudre la crise de main-d'œuvre agricole qui accompagne la désertification rurale. 1951, c'est le début des 30 Glorieuses. Les campagnes allaient connaître une révolution et des bouleversements sans précédent. Mais ceci est une autre histoire.